Bonjour. Aujourd'hui, on regarde de plus près Decathlon, ce géant français du sport qui est en pleine transformation en ce moment. Oui, oui, tout à fait. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. On a pas mal de sources, un dossier de presse, des articles récents sur leur logistique, le nouveau management, et puis surtout la fameuse DPEF 2023, la déclaration de performance extra-financière. D'accord, donc l'idée c'est de voir où ils vont, leur stratégie, les défis, notamment logistiques, et puis tous ces engagements environnementaux, sociaux dont on parle beaucoup. C'est ça, extraire un peu la substantifique moelle de tout ça. Alors commençons par le haut, justement. Nouveau PDG, Javier Lopez. Nouvelle stratégie. C'est quoi la mission qu'on lui a donnée en gros? Bah, l'idée affichée, c'est clair, continuer à grandir, rendre le sport toujours plus accessible, tout ça en s'appuyant sur le travail qui a été fait avant, hein, notamment par Barbara Martin Coppola pour la notoriété mondiale et la RSE. D'accord. Mais le truc le plus visible pour nous, clients, c'est le changement des marques, non? Ah oui, ça c'est la grosse refonte. Decathlon devient la marque principale en fait, et en dessous on a 9 labels spécialisés, les classiques, Quechua, Kipsta, vous voyez. Mhm. Et puis 4 marques plus expertes, genre Van Rysel pour le vélo, pour les sportifs vraiment pointus. Et pourquoi ce grand ménage? Bah, pour simplifier l'offre, je pense, la rendre plus lisible, et puis pour renforcer la marque Decathlon elle-même. Le tout avec un nouveau sens, comme ils disent, faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport. C'est une belle phrase. Ambitieux. Oui, c'est très ambitieux. Maintenant, faut voir comment ça se traduit sur le terrain. Justement, le terrain. Parlons logistique. C'est un peu le nerf de la guerre, non? Quels sont les défis qu'on voit dans les documents? Alors, il y a des choses intéressantes. Aux États-Unis, par exemple, les sources parlent de délais d'approvisionnement assez longs depuis l'Europe, et puis la difficulté à s'adapter vite au marché local. Ok. Et en Europe, c'est différent? En Europe, la réponse, c'est beaucoup l'automatisation, la robotisation des entrepôts. Ils travaillent avec des boîtes comme Exotech, TGW. Ah oui, j'ai vu passer ça. Pour quels objectifs? Ben, l'idée, c'est carrément de quadrupler le chiffre d'affaires en ligne et pouvoir livrer en 24 heures. C'est énorme. Hmm. Il y a l'exemple de l'entrepôt de Rouvigny, dans le Nord, où ils disent que la productivité a été multipliée par 5. Par 5G. D'accord. Mais qui dit e-commerce dit retour. C'est un point qui est abordé. Oui, et c'est un vrai sujet. Ça coûte cher les retours. Ils estiment ça à environ 10 euros par produit, sans compter le transport. Donc, il y a besoin d'industrialiser la gestion de ces retours. Et la technologie dans tout ça. On parle de RFID. Oui, alors ça, c'est plutôt mentionné pour la Chine. Ils utilisent la RFID, donc l'identification par radiofréquence, pour optimiser les stocks et même suivre les dates de péremption sur certains produits. D'accord. Passons aux engagements durables. La DPEF 2023 doit être riche là-dessus. Ah oui, c'est un gros morceau. Sur le climat, déjà, ils annoncent une baisse de 10% de leurs émissions absolues de CO2 en 2023 par rapport à 2022. Et, chose importante, leurs objectifs sont validés par SBTi, donc alignés sur la science. 10% en un an, c'est pas mal pour un groupe de cette taille. C'est potable, oui. Et sur les produits éco-conçus, l'éco-conception, ça avance? Ça avance bien, oui. Presque 39% du chiffre d'affaires 2023 viendrait de produits éco-conçus. L'objectif, c'est 50% pour 2024. Donc là, il y a une vraie accélération. Et l'économie circulaire? Seconde vie, réparation. Alors ça progresse, mais ça reste plus modeste en part du CA global, autour de 2,3%. Par contre, les ateliers de réparation, eux, tournent bien, plus 17% de croissance. Ils déploient aussi des circular hubs, et 16% de leurs produits seraient réparables. D'autres points forts sur le durable. Oui, la réduction du plastique à usage unique, moins 68% sur les emballages depuis 2019. C'est quand même significatif. Ils visent le zéro plastique de ce type en 2026. Ambitieux. Et la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs? Alors, ils disent que 89% des fournisseurs de rang 1 sont audités sur les droits humains et classés A, B ou C. L'objectif est 90% en 2026 et il y a ce projet de salaire décent pour tous leurs salariés directs d'ici 2026 aussi. Hmm. Et un mot sur la biodiversité, ils mesurent leur empreinte avec un outil, le GBSOR, et le coton utilisé est 100% durable ou recyclé. Tout ça, ça repose sur les gens, évidemment. Plus de 100 000 coéquipiers, comme ils disent. Qu'est-ce qu'on sait sur le côté humain? Ils communiquent sur un bon niveau de satisfaction en travail, 89% se diraient heureux de venir bosser, mais surtout il y a des objectifs chiffrés. 50% de femmes leaders d'ici 2026. Ah oui, la parité.
Ils en sont où là? Actuellement, c'est 37,6%, donc il y a encore du chemin. Et pareil pour l'internationalisation des leaders, objectif 50%, ils sont à 27% aujourd'hui. Et la formation? Ils ont lancé Decathlon University et un CFA, un centre de formation d'apprentis en France, notamment sur les métiers de la réparation et de la vente. C'est cohérent avec l'économie circulaire. Logique. Et santé, sécurité au travail? Alors là, ils ont mis en place un nouvel outil mondial, WAD, pour déclarer anonymement les accidents, ou même les presque accidents, et ils mettent aussi l'accent sur les risques psychosociaux, avec des diagnostics en cours. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une entreprise, Decathlon, qui est vraiment en pleine mutation. Stratégie plus claire, logistique qui se modernise à fond, Oui, avec de gros investissements technologiques. des engagements RSE qui semblent solides, mesurés, et puis une attention affichée au bien-être et au développement des équipes. C'est ça. Une transformation complexe, sur tous les fronts en même temps. Ce qui nous amène à la question un peu pour la fin. Comment une entreprise aussi énorme, qui a bâti son succès sur l'accessibilité prix, comment peut-elle vraiment jongler entre cette croissance mondiale, cette pression sur les coûts, et en même temps des exigences environnementales et sociales de plus en plus fortes, surtout avec le contexte géopolitique qu'on connaît? C'est toute la question, justement. C'est le grand défi. Est-ce que ce modèle peut tenir ce grand écart? S'ils y arrivent, ça pourrait effectivement changer un peu la donne pour toute l'industrie du sport. Mais les contradictions sont là, c'est certain. Ça va pas être simple. Une transformation à suivre de très près donc. Absolument.